Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale. Aujourd'hui, je suis avec Cédric. Comment ça va, Cédric? Ça va très bien, en ce dimanche matin, le lendemain de Ligue des Champions. Ouais. Vraiment pas loin de Roland. Content d'être avec vous aussi, avec Val et toi, ça fait plaisir. On n'est pas loin de Roland, tu l'as dit. On tourne cet épisode pendant la quinzaine et on s'est rencontrés ici à Roland, puisque tu t'occupes, entre autres choses, des ramasseurs de balles. Exactement. Et on s'est rencontrés dans ce contexte-là. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? C'est Cédric, du coup. J'ai 30 ans, dans un mois, exactement. Tout Aïe, pile. aïe, aïe. On va passer ce cap-là. Écoute, comme tu l'as dit, ça fait 4 ans maintenant, depuis la période du Covid, que je travaille avec les ramasseurs de balles. On en parlera peut-être un peu après. Ouais. Et puis sinon, de manière générale, je travaille dans le tennis, prépa physique, c'était la porte d'entrée un petit peu. Ça reste mes missions principales et entraîneur tennis aussi en parallèle avec différentes casquettes. C'est aussi ce qui m'intéresse et ce qui me passionne. Donc voilà. Comment t'en es arrivé là? C'est quoi ton parcours? Écoute, j'ai commencé le tennis moi quand j'avais 4 ans. Et puis C'est après, hyper tôt. c'est hyper tôt. Alors, me demande pas comment j'en suis arrivé à aller sur un terrain de tennis à 4 ans parce que j'étais vraiment pas destiné à ça. Toute ma famille est dans la natation. Ah oui. Était dans la natation en tout cas. Mais voilà, j'ai trouvé ce sport-là. Moi, ça m'a énormément plu. J'ai fait aussi la natation à côté, mais à un moment donné, il fallait choisir. Et du coup, ouais, je suis resté dans le tennis. J'ai joué et après, j'ai commencé mes études de STAPS. J'ai fait licence et master. Et voilà, j'ai commencé à entraîner assez tôt finalement. Assez passionné par ça. Et après, j'ai fait tout mon parcours universitaire. Je voyageais aussi un petit peu avec ça et j'en suis un peu arrivé là après. Quand on est ado et qu'on joue bien au tennis, Ouais. j'imagine qu'à un moment on se pose la question de est-ce qu'en fait j'ai envie de jouer et de faire de ça mon métier? Toi, t'as choisi l'autre. Tu t'es dit je veux faire jouer d'autres gens. Ouais, alors, en lien avec les ramasseurs, quand j'étais gamin, j'avais aussi ce petit rêve-là d'être ramasseur de balles. J'avais fait les sélections, je parle peut-être après, mais déjà, ça c'était un de mes petits rêves. Et puis après, ouais, je pense que comme beaucoup d'enfants, j'avais envie aussi d'aller à haut niveau, etc. Mais après, je me suis assez vite rendu compte, en tout cas, que voilà, en termes de niveau, j'en étais loin, en termes d'environnement, etc., même financièrement, et tout ce que je découvre aussi maintenant à travers ce parcours-là, j'avais pas forcément tous les ingrédients autour de moi pour pouvoir le faire. Et ouais, il y a mon entraîneur quand j'étais ado qui m'a tout de suite un peu instauré à travailler un peu avec lui dans les stages pour les vacances, etc. J'ai tout de suite pris un peu le filon et j'ai vraiment bien aimé ça. Et puis après, en parallèle avec les études, c'est vraiment des choses qui m'ont plu, de pouvoir aider les autres et de les faire progresser, etc. Donc ouais, j'ai commencé, comme je t'ai dit, vers 16 ans un peu à entraîner et après à 17 ans, j'étais à la fac. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment beaucoup plus entraîner, 25-30 heures dans la semaine, en parallèle du STAPS. Et ouais, c'est comme ça que j'ai commencé en tout cas. Ok, c'est marrant, t'as parlé d'un sujet autour duquel on discute beaucoup en ce moment avec Val, à quel point l'environnement est important pour réussir dans le tennis. Ouais. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Je pense que c'est primordial, qu'il n'y a pas forcément de réponse mystère, en tout cas, ça c'est sûr. En voyageant un petit peu et puis en travaillant avec différentes personnes de milieu, mais aussi différentes nationalités et différents pays, tu te rends compte qu'il y a aussi plein de manières de faire. Après, je pense qu'il y a des piliers aussi qui sont quand même vachement importants. Puis d'ailleurs, un copain qui a fait une étude là-dessus en interviewant un petit peu les anciens gagnants de Grand Chelem sur comment ils en étaient arrivés là, qu'est-ce qui avait été un peu les ingrédients de tout ça. Je pense que globalement, la famille, elle est ultra importante. Le soutien des parents, évidemment, la partie financière aussi, en fonction des pays.
et en fonction des aides qu'ils peuvent avoir. Et puis après, faut déjà aimer ça, faut être passionné parce que le tennis, tu passes vraiment dur. beaucoup de temps, comme dans tous les sports, je pense. Hein. Et puis ce qui ressortait aussi, c'était vraiment exposition assez tôt dans le sport. Donc vraiment commencer tôt, mais pas forcément se spécialiser non plus ultra tôt. Il y a quand même avoir un environnement, tu vois, sportif aussi, avoir des parents qui font du sport et être stimulé de plein de manières différentes, même très jeune, pour pouvoir après en faire ton quotidien et puis avancer sur le parcours qui t'emmène vers le haut niveau, quoi. Ouais, c'est un ensemble de composants. C'est un Et ensemble puis de il faut avoir compos. le talent aussi, entre Il autres. y a le talent aussi, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail. Et puis, travail du joueur, mais aussi travail de toutes les personnes qui sont autour, finalement, qui apportent énormément de choses. On parlait de la famille, des parents, etc. Enfin, en étant un peu dans les clubs, on se rend compte que si les parents et la famille ne sont pas investis pour emmener les jeunes en tournoi et faire les investissements, etc., ça reste très compliqué. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose de primordial, quoi. Ou trop investi, à l'inverse, j'ai l'impression que ça peut brûler les ailes d'un gamin qui, en fait, a un bon potentiel, mais t'as les parents qui sont là au bord du cours et qui incendient leur enfant parce qu'il a mis 2 balles dans la bâche. C'est sûr que le positionnement du parent, il est à la fois primordial, mais il peut être aussi un peu dans les deux sens. T'as des parents qui laissent leur enfant un peu se débrouiller, qui sont pas forcément, comme tu dis, au bord du terrain, encouragés, etc., et qui peut-être manquent d'investissement, entre guillemets. T'en as d'autres qui le sont trop, au point de vraiment mettre une pression énorme sur les épaules de l'enfant. Après, je pense que il faut de l'investissement, mine de rien, avoir de la pression, et pour l'enfant, enfin pour le joueur, être capable de gérer aussi un peu ces environnements-là, c'est aussi important dans son développement. Donc il y a les deux. Et puis en tant qu'entraîneur, du coup, en tant que coach, quand tu deals avec des parents ou que tu es au contact des parents, tu dois aussi t'adapter un petit peu à ces différentes personnalités-là. Et comme je disais tout à l'heure, même avec des cultures aussi différentes. Et ça, c'est un bon petit challenge. Ça t'est arrivé de coacher des parents? Ça m'est arrivé de coacher des parents. Je pense que t'es plus ou moins obligé de communiquer avec eux, de faire en sorte que justement, il soit un terrain propice à l'évolution de l'enfant et à l'évolution du joueur, et pas justement un frein. Et puis, je pars du principe qu'en fait, les parents, ils ont besoin d'être coachés aussi, au même titre que le joueur. Ils ont besoin d'être entourés, d'être aiguillés, de connaître aussi le milieu, de comprendre les enjeux, de comprendre ce qui se passe, de comprendre leur impact, leur positionnement, etc. Et ce, sur plein de points différents. Donc après, en tant qu'entraîneur, t'as un rôle là-dessus. Tu peux pas tout faire non plus. Non. Et justement, c'est à quel point tu peux aussi conseiller les parents pour mettre une équipe autour qui leur permet aussi d'avoir une place dedans et de rester aussi à leur place en tant que parents. Parce qu'il y a ça aussi, il y a beaucoup de parents qui ont des fois la double casquette un peu entraîneur, coach, qui interfèrent avec ce que toi tu peux dire pendant les tournois, etc. Et du coup, c'est vraiment comment en équipe on travaille tous dans la même direction pour le joueur et que ce soit synchronisé, on va dire. Ouais. On parle beaucoup de coaching, là on est déjà rentré dans ce sujet-là. Tu as créé une structure qui s'appelle Holistic Tennis. Tu peux nous en parler, nous expliquer votre approche? Alors ce projet-là, en fait, il est, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai fait master en STAPS. Pendant le master, je suis parti 1 an en Australie. En fait, j'ai créé un projet pour partir là-bas et apprendre une autre manière de faire. J'étais sur les tournois, sur l'Open Australie et d'autres tournois pro, et j'avais vraiment envie à la fois apprendre à parler anglais, c'était une chose, mais aussi rencontrer. Ça réussit, c'est bon. Ouais, ça c'est bon. Aussi apprendre d'autres manières de faire à l'étranger. Et après, quand je suis revenu à Lyon, j'ai eu pas mal d'opportunités de travail. Du coup, je faisais dans une académie, puis j'avais d'autres joueurs aussi à côté, en privé. Et puis j'ai toujours été quelqu'un d'un peu créatif, je pense, et aussi quelqu'un qui a besoin d'avoir carte blanche sur ce qu'il peut faire. Et du coup, quand j'avais un peu plus d'idées que juste rester dans une case, c'est comme ça que j'ai créé ce projet-là, pour pouvoir vraiment faire les projets que j'avais envie. Donc voilà, j'ai rappelé un copain qui avait été stagiaire avec moi, Luc, du coup, qui a passé aussi un peu de temps avec les ballots cette année. Et on a monté ce projet-là ensemble. Et il y a pas mal de points. L'approche, comme le nom l'indique, c'est holistique, c'est vraiment prendre la personne dans son ensemble. Un joueur de tennis, c'est une personne, c'est un athlète, c'est pas que un joueur de tennis. Donc il y a plein de choses aussi à
apporter à que ce soit un jeune ou que ce soit un adulte. Et moi, ce qui m'intéressait aussi dans ce projet-là, et je pense que c'est aussi une démarche personnelle, c'est vraiment explorer plein de choses dans le tennis. Donc, tu vois, on a le projet avec les ramasseurs depuis maintenant le Covid, donc ça fait déjà 4 ans, qui touche énormément de jeunes, énormément d'ados, qui, sur la partie prépa physique, sur les petits conseils de prépa mentale qu'on peut leur donner, toute la partie éducative, etc. La nutrition, etc. Et puis, il y a aussi toutes les autres choses qu'on peut faire à côté. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une espèce d'écosystème assez large, sans se perdre non plus. Mais en tout cas, on a plusieurs projets qui, pour nous, font sens, qui se rapprochent toujours à l'éducation, le coaching et santé ou performance, on va dire. Et de pouvoir mettre tout ça un petit peu sous la même enseigne. Donc voilà. Ok. Tu dirais que c'est quoi si tu devais résumer ton apport principal auprès des joueurs, on parlera de ramasseur de balles après. Auprès des joueurs? Alors je vais te dire que ça dépend un peu des collaborations. Parce qu'il y a des collaborations qui sont beaucoup plus, entre guillemets, long terme, ou en tout cas on est vraiment full time avec eux. Dans ce cas-là, l'apport, ça va être aussi bien sur le terrain, être capable de faire des bilans avec eux, d'analyser où est-ce qu'ils en sont, de fixer des objectifs, d'être capable d'aller atteindre ces objectifs-là, de leur apporter tous les contenus, etc. Et vraiment de les faire avancer dans leur parcours. Aussi bien avec mes compétences que les compétences qu'on peut avoir aussi à côté, et les compétences qu'on peut aller chercher aussi à droite, à gauche. Et puis après, il y a des choses un peu plus ponctuelles, tu vois, dans ce qu'on peut faire. Et dans ce cas-là, ça va être vraiment avoir un soutien avec eux, leur donner un peu en mode consultant, tu vois, leur donner un point de vue extérieur, être capable de peut-être débloquer une ou deux choses qui vont vraiment les faire avancer. Ça dure combien de temps? En combien de temps tu peux faire ça? Tu sais, il suffit de pas grand-chose, quoi. En une semaine, tu peux déjà voir un peu ce qui se passe, faire des bilans, et c'est ça qui moi m'intéresse, c'est le bilan un peu physique, mental, environnemental, un peu tout l'environnement qu'il y a autour du joueur. Voir un peu ses matchs, ses résultats, et être capable d'aller après chercher un petit peu les différents facteurs limitants, en tout cas ce qui limite la performance à l'heure actuelle, et puis de recentrer un peu l'attention du joueur sur tiens, je donne un avis extérieur, pour moi il y a ça à aller chercher à optimiser et chercher à développer pour que tu avances. Parce que je sais très bien, il y a pas mal de joueurs qui sont un peu livrés à eux-mêmes sur ces projets-là, et que du coup ils ont beaucoup de choses à gérer, et souvent ça part un peu dans tous les sens, donc c'est vraiment essayer de recentrer un peu l'attention sur tiens, je pense qu'il y a ça et ça qui peuvent être des objectifs vraiment prioritaires pour que tu passes au niveau suivant, et être capable de leur donner ces conseils-là. On en parlait dans l'épisode avec Arthur Mono, qui est joueur pro de tennis et qui s'occupe de tout. En fait, au bout d'un moment, t'évites des focus de ton tennis quand tu dois gérer la réservation de tes hôtels, qu'en fait tu pars et que t'es tout seul et que... Alors moi j'ai une double vision là-dessus, même dans la PDA qu'on essaie d'avoir. Moi je pense que c'est une super école déjà, que à travers ce genre de projet qui reste finalement des projets entrepreneuriaux pour les joueurs, d'être capable d'avoir énormément de responsabilités, de comprendre ce qu'ils font, et moi je pars toujours du principe que il faut qu'ils mettent un petit peu les mains dans le cambouis et qu'ils s'essayent par eux-mêmes sur différentes tâches qui comportent, en ce qui vous concerne, peut-être un peu la communication, les réseaux sociaux, les réservations d'hôtels, etc. Et ceux dès le plus jeune âge, qui comprennent vraiment l'environnement et tu vois, ce qui les entoure, et comment ils choisissent, et tout ce qu'ils peuvent faire en lien avec leur projet. Et puis au bout d'un moment donné, c'est comme dans un projet entrepreneurial. Faut s'entourer. Au bout d'un moment, il faut s'entourer, il faut déléguer, et pour autant, il ne faut pas non plus que le joueur perde sa place de personne centrale. Et ça reste lui le leader, ça reste lui le boss, et ça reste lui qui doit aussi driver un petit peu les décisions, en tout cas donner son avis, et pas être juste un exécutant de mon point de vue. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a les deux versants, tu vois. Il y a la partie vraiment profiter de ces expériences-là qui sont pour moi énormes en termes d'apprentissage et d'école de la vie pour aussi bien les jeunes mais aussi les moins jeunes. Mine de rien, c'est un sport où tu voyages beaucoup, tu as beaucoup d'imprévus, tu dois t'adapter à plein de choses, et je pense que ça développe aussi plein de compétences et plein de soft skills, mais il ne faut pas non plus que ça tombe dans l'extrême inverse au point que ça te bouffe tout ton temps. Et que ça t'empêche d'être bien sur le terrain, donc voilà. J'aimerais bien qu'on parle un peu de prépa mentale. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est quoi, selon toi, l'importance de la prépa mentale? Allez, dans le sport en général, mais surtout dans le tennis. À quel point c'est plus ou moins important dans le tennis que dans d'autres sports?
Écoute, je pense que c'est quelque chose qui est important au même titre que les autres sphères, enfin les autres facteurs de la perf. Pour moi, tu as une grosse approche avec le corps finalement, Mm. parce que plus tes capacités corporelles te permettent de faire des choses, bah, tu vas être confiant aussi et puis tu vas pouvoir vraiment t'exprimer. Donc je mettrais pas forcément un plus en avant que l'autre, tu vois. Ok. Cependant, je pense que c'est aussi quelque chose qui doit être discuté, mis en avant et initié assez tôt avec les jeunes, parce que voilà, le tennis, ça reste aussi le sport où tu as énormément de défis mentaux à Ouais. mettre en place. On en parlait juste avant, mais comment tu t'adaptes dans des environnements un peu hostiles quand tu as un voyage, quand tu as un avion qui est annulé, quand tu as toutes ces choses-là. Ouais. C'est des choses qui sont off-court, qui sont pas sur le terrain, mais pour autant, ça reste des gros trucs qui sont importants à gérer. Et puis après, sur le terrain, tu as toute la partie concentration, toute la partie fixation d'objectifs, tactique, gestion un peu de toutes les distractions qu'il y a autour, gestion des temps morts, parce que finalement, sur un match de tennis, tu joues pas 100% du temps, tu as beaucoup de temps mort, donc être capable de contrôler un peu ce qui se passe dans ta tête, etc. Et être capable de rester centré sur ton plan de jeu, être capable de passer à autre chose quand tu fais des erreurs. L'acceptation de l'erreur, c'est un énorme challenge aussi pour les jeunes maintenant, je trouve. C'est un gros défi même. Roger, il en parlait dans c'est le truc des 10 points. Là. Roger, il en parlait dans son interview, mais je trouve que en étant avec des plus jeunes, avec tout ce qui est technologie, réseaux sociaux, etc., t'as l'impression que tout doit être parfait tout le temps et que tu dois tout gagner, tout bien faire, alors que le tennis, ça te rappelle un peu à l'ordre vis-à-vis de ça. Il disait quoi? C'était quoi le pourcentage de points que tu gagnes? 54%, ouais. 54% de points qu'il gagne sur une saison. Et pour autant, il gagne 80% des matchs. Donc, gagner les points importants. Ouais, les points importants, mais c'est juste prendre conscience qu'en fait, après, ça dépend aussi des styles de jeu, etc. Il y a d'autres variables, évidemment, mais ça te montre juste que faire une erreur, c'est OK. Que pourtant, tu peux sortir vainqueur du match, même si tu as perdu moins de points que l'autre. Des fois, tu gagnes plus. Oui, moins de points que l'autre, mais pour autant, au score, tu gagnes. C'est ça. Et je crois que c'est le seul sport, il me semble. Non, non Val dit non. Quel autre sport, Val? Tous les scores un peu... Badminton. Ouais, badminton, ping-pong, tous les scores un peu de scores avec des sets, etc. Ouais. Si tu passes à côté d'un set complet, en fait, tu peux quand même te rattraper sur le suivant. Et au final, tu auras marqué moins de points que l'autre. Mais voilà, ça fait partie des challenges un peu sur la partie mentale pour les joueurs, en tout cas. Comment, toi, tu l'intègres, cette partie-là, dans tes programmes, concrètement? Pour moi, il y a une grosse partie qui se passe sur le terrain, à l'entraînement directement. Ouais. Sur les situations que tu vas mettre en place. Souvent, on s'entraîne juste pour s'entraîner, alors que justement, il n'y a rien de plus spécifique en prépa mentale que de bosser directement sur le terrain. Donc, ça va être challenger vraiment avec des enjeux, avec des distractions, avec toutes ces choses-là. Okay. Le jour, la joueuse directement sur le terrain, pendant l'entraînement, sur des matchs d'entraînement, sur n'importe quelle situation. Et du coup, vraiment déjà, en termes spécifiques, tout ce qui se passe sur le terrain, ça va être, en période de tournoi en tout cas, gérer tout ce qui va être fixation d'objectifs, plan tactique, que le joueur il soit vraiment centré sur les bonnes choses et pas en train de penser à 4000 trucs. On en parlait hier aussi, tout à l'heure. Mais sur l'exemple de tournoi comme ça avec Roland Garros, t'as aussi énormément de distractions autour pour les joueurs, les réseaux sociaux, les machins, les trucs, etc. Les médias. Les médias et ainsi de suite. Donc c'est comment toutes ces choses-là ne t'influencent pas non plus vis-à-vis de ta performance pendant le tournoi et comment tu peux aussi juste, en tant qu'entraîneur, recentrer un peu les joueurs sur OK, on est là pour faire le tournoi, on n'est pas là pour partir dans tous les sens, donc être capable aussi de déconnecter un petit peu parfois de cet environnement-là. C'est les choses principales. Après, ça dépend un peu des publics avec lesquels tu travailles, mais je pense que c'est un peu comme ça que je l'approche pour l'instant. Ok. On va juste éviter de se faire écraser. Est-ce que, j'imagine que tu es obligé, d'autant plus dans la prépa mentale, d'adapter ton programme à chaque joueur, ou est-ce qu'il y a quand même des pratiques que tu utilises plus vastement avec la plupart des joueurs? Tu as des grandes techniques un peu qui sont utilisées, tout ce qui va être justement fixation d'objectifs, tout ce qui va être relaxation, méditation, respiration, les routines que tu peux mettre en place sur le terrain, etc. Ça va être des choses un peu, on va dire des classiques. Pour autant, chaque joueur a un peu
sa signature perso et ses Ouais. enjeux perso et ses problématiques personnelles. Donc c'est vraiment après, au travers des discussions, au travers des questions que tu peux avoir, au travers de la relation que tu développes avec le joueur aussi, d'être capable de cerner vraiment les problématiques principales du joueur et du coup de lui apporter les contenus d'entraînement qui vont bien avec lui, quoi. Tu peux Euh, nous... Vas-y, pardon. Du coup, t'as pas vraiment de plan que tout le monde peut faire, Ouais. tu vois. Juste quelques Cependant, exercices que tu peux adapter à chacun. ouais, cependant, t'as quand même on va dire des principes, tu vois. Mais après, c'est vraiment adapté en fonction des problématiques à l'instant T de la personne qui peuvent du coup varier un peu en fonction de l'année aussi, etc. Et là, on parle juste de prépa mentale, on va pas parler de psy et tout ce qu'il y a après derrière. Ça, c'est un autre accompagnement et pour le coup, c'est pas trop le rôle Du c'est même coach. pas le rôle du tout du coach. Ouais. Donc voilà. Ok, on va passer sur une partie du podcast où je vais te poser des questions plus courtes. Ouais. T'es pas obligé de développer autant, mais évidemment, si tu le souhaites, tu peux le faire. Si tu étais un coup au tennis, tu serais lequel et pourquoi? Si j'étais un coup au tennis, Ouais. je dirais le service Parce que t'es grand. parce que je suis grand. Non, le service parce que ça reste un des coups les plus importants et celui qui a besoin de plus d'optimisation pour la majorité des joueurs. Celui qui peut te rapporter beaucoup de points, celui qui peut te mettre en confiance aussi. C'est celui qui peut être très défaillant à un moment donné et amener des doubles fautes, etc. Donc, et puis c'est aussi celui que tu maîtrises toi uniquement et qui n'est pas dépendant des autres, en tout cas dans le jeu. Donc, je dirais le service. Est-ce que c'est celui qui est aussi sujet au plus de pression, notamment le second service? Je pense que ça reste à peu près la même chose pour tout le monde. Dans les moments importants, on en parlait tout à l'heure, un peu de prépa mentale, etc. Mais ça reste aussi justement comment tu as entraîné ça, comment tu as préparé ça, comment tu as déjà vécu cette situation, comment tu peux être capable de pas justement tomber du côté peur, crainte, de faire une double faute, etc. Mais comment tu es capable de rester tu vois, optimiste et dans tes routines, etc. Ouais. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs du tennis. De toi en tant Tout que ça. joueuse. Cette discussion est très compliquée, ça me fait revivre des mauvais souvenirs. C'est qui le joueur ou la joueuse, et peut-être d'ailleurs même le joueur et la joueuse, que tu admires le plus et pourquoi? Alors, je vais commencer par la joueuse, mais qui n'est plus en activité, c'était Ashley Barty. Ok. Pour plusieurs raisons déjà, par rapport à son parcours. De manière vraiment très générale, elle a envie de gagner Wimbledon, elle gagne Wimbledon Junior. Après, elle prend une pause, elle prend une année pour aller faire du cricket en Australie. Après, elle revient. Son rêve, c'était gagner Wimbledon, donc elle gagne Wimbledon, et puis après, elle gagne l'Open d'Australie chez elle. Elle est complètement claire avec elle s'arrête, et puis maintenant, elle a des super objectifs dans sa vie perso. Je trouve que le parcours est vraiment super intéressant et super inspirant. Et puis son style de jeu, voilà, elle est pas très grande, elle faisait 1m62, 3, je crois, je sais plus exactement. Je trouve qu'elle servait vraiment bien. Service de revers une main, etc. Enfin voilà, style de jeu qui sort un petit peu de l'ordinaire chez les femmes. Et je trouve qu'elle a vraiment un parcours très inspirant. Et puis elle est australienne aussi. Voilà. Ok. Donc ça, c'est pour la joueuse. Pour les hommes. Pour les hommes. J'avais un joueur que j'aimais beaucoup, c'était Thomas Berdych. C'était un peu un robot, mais je trouvais que son jeu était très solide, voilà, un grand, etc., super athlétique. Et puis avec des résultats super réguliers, malgré le fait qu'il était toujours un peu battu en demi ou en quart par le top 3, top 4. Mais ça restait un de mes joueurs préférés à un moment donné, ouais. Et actuel, encore sur le circuit? Garçons et filles, hommes et femmes. Homme, je dirais Yannick Sinner. Pareil, je trouve le parcours assez inspirant. Il faisait du ski avant, un peu approche sport, après il s'est spécialisé. C'était un petit prodige du ski. Ouais. Super calme. Il sait où il va, il est bien entouré, il prend des risques aussi dans sa carrière, etc. Donc je pense que, voilà, humainement aussi, je pense que vraiment très inspirant. On met de côté la parenthèse récente. Ouais, on peut pas vraiment avoir d'avis dessus, tu sais, parce que
On sait pas. Ça doit pas gâcher la personne que c'est de manière générale, je pense. Mhm. Et chez les femmes, je dirais Andreeva en ce moment. Ouais, elle est impressionnante, Je trouve qu'elle amène un petit vent de fraîcheur. clairement. Elle est assez rayonnante, même dans ses interviews. Elle a une super complicité avec sa coach aussi. Et puis, voilà, en termes de performance, c'est assez précoce aussi ce qu'elle est en train de faire. Donc ouais, je dirais Andreeva. Ouais, c'est fou. Je pense que j'ai découvert il y a 2 ans. À Roland, elle avait déjà fait un chouette parcours. Ouais. À 16 ans, c'est un tout petit bout de... Enfin, non, elle est pas très petite, mais toute fine. Mais sur le cours, je trouve qu'elle impose... déjà son jeu, mais elle impose vraiment sa présence sur le cours, je la trouve particulièrement impressionnante. Ok, si tu pouvais coacher n'importe quel athlète, hors tennis maintenant, Hors tennis, tu choisirais qui? tu veux quelqu'un en particulier ou tu veux un sport? Non, je veux quelqu'un. Tu veux quelqu'un? Mais tu peux commencer par un sport. C'est un sport qui t'attire particulièrement. Tough question. J'aimerais bien. Alors, je vais commencer par le sport, mais des sports un peu extrêmes, tu vois. Ok, Ouais, des sports où tu as beaucoup de risques et pas forcément avec les mêmes formats que le tennis, tu vois, où c'est des matchs un peu longs, ça joue tous les jours, etc., mais des sports un peu différents. Tu vois, j'ai une super complicité avec un ami qui bosse en MotoGP aussi. ok. Et je sais pas, je trouve que c'est des ambiances complètement différentes. La partie mentale, du coup, et la partie gestion du risque est complètement différente aussi. Je pense que c'est une approche assez particulière à avoir. C'est clair. Ouais, j'irais plus vers ce genre de sport-là. Après, un athlète en particulier, j'arrive pas à t'en sortir comme ça. Vraiment. Non? Non. Ok. Bon, bah, moto. Et l'appréhension du risque. Beaucoup, quand j'étais jeune, j'ai fait un sport très méconnu qui s'appelle le mountain board. Le mountain board. Tu connais pas? Ah non, mais tu vas me le Ah, faire voilà. connaître maintenant. C'est l'équivalent du snowboard, mais pour l'été, donc t'as des grosses roues. Ok. Le cross, c'était fixé. Enfin, t'es pas obligé d'être totalement fixé sur la planche, mais a priori, t'es fixé sur la planche. Et c'est le genre de sport que j'ai fait toute petite. Et j'ai été plutôt douée. Et puis après, j'ai fait une pause et j'ai voulu m'y remettre. J'ai pas passé 20 ans. Et l'appréhension du risque, elle était... Autant quand j'étais petite, T'allais tout droit. aucune idée des chutes qui pouvaient m'arriver. Et j'en ai pris des belles. Et je remontais, quoi. C'était pas grave. Grosse chute, on repart. Mais alors là, 22 ans sur ma planche, il n'y avait plus... Enfin, impossible, quoi. Ouais. Une forme de tétanie qui se mettait en place. C'est super intéressant comme témoignage, entre guillemets, mais vis-à-vis justement de la gestion du risque, de l'évolution, tu vois, entre quand tu travailles avec des jeunes, Ouais. vis-à-vis de cette approche où voilà, t'es pas forcément conscient de tout, et puis même nous, quand on était gamins, puis tu y vas, et puis tu fais, et puis voilà, puis après, quand tu grandis, Tu te poses des il y a questions. des choses un peu différentes qui arrivent, Ouais. et pour autant, je trouve ça un super challenge, même quand t'es un peu plus âgé aussi, de toujours te stimuler vis-à-vis de ça, en fait. Ouais. Et souvent, on a tendance à plus trop se confronter à nos peurs, ou en tout cas, tu vois, avant, ça me fait peur, je n'y vais pas. Alors que c'est justement là où il y a plein de choses à apprendre et plein de petites barrières à faire sauter dans n'importe quel projet, tu vois, Ouais. que ce soit sur une partie sportive, un nouveau sport, une nouvelle activité. Et moi, je trouve qu'il y a une énorme richesse à explorer justement ces choses-là. Soit vouloir refaire des choses que tu faisais quand tu étais plus jeune, comme toi tu le dis, Ouais. ou des choses complètement nouvelles et oser un peu explorer des nouvelles choses et des choses sur lesquelles on se sent pas forcément à l'aise, mais où tu recommences à débutant et c'est ok, quoi, tu vois. Ouais, c'est dur. Mais j'ai aussi l'impression que c'est un muscle, le mental, parce que pour le coup, pour le tennis, c'était la même chose. J'ai beaucoup joué au tennis étant ado, puis j'ai arrêté. Je me suis remise au tennis étant adulte. Mon premier match, et mon seul d'ailleurs, parce que j'en ai fait qu'un, et puis je me suis dit, plus jamais. Mon mental avait disparu totalement, quoi. Oui. Parce que j'avais pas travaillé cet aspect-là dans le sport depuis quelques années. Je pense que ça reste des choses où, voilà, plus tu les entraînes, plus tu es stimulé un peu régulièrement, plus tu fais face au challenge. Et puis si tu as un gros moment sur lequel tu
Bah, t'es pas stimulé là-dessus, si t'arrêtes pendant je sais pas combien de temps la compétition et puis d'un coup tu reprends, Ah, c'est dur. bah, tu dois aussi accepter que tu as besoin d'un temps de réadaptation et c'est complètement OK, quoi. Et justement, ça, pour les sportifs pros et les tennisman, tenniswomen pro, post-blessure, Ouais. comment est-ce que tu as déjà accompagné quelqu'un post-blessure? Comment tu gères ça? Euh, alors j'ai toujours une joueuse qui s'appelle Gaëlle qui s'est fait les croisés aussi. Et pareil, pendant toute la réhabilitation, bah, tu as déjà toute la confiance vis-à-vis du corps, vis-à-vis de Bah tu vois, oui. ses appuis, Ouais. l'appréhension vis-à-vis de la compétition. Est-ce que je vais retrouver mon niveau d'avant? Est-ce que je vais mieux jouer, moins bien jouer, etc. Et du coup, bah, ça peut pas être que théorique, tu vois, ça peut pas être juste des discussions, mais il faut aussi que la personne le vive et le ressente. Et du coup, bah, ça va être un petit peu au quotidien, que ce soit sur le terrain, que ce soit même de manière complètement différente. Aller casser un petit peu ces petites barrières-là des joueurs et des joueuses. Je me souviens avec elle, on faisait du parcours, tu vois. Ouais. On allait dans des endroits à Lyon et puis on a des Pour choses qui vérifier sont que les appuis tenaient. ouais, des choses qui sont un peu différentes, qui sortent aussi un peu de l'ordinaire, qui sont pas du tout spécifiques, mais qui permettent aussi de renforcer un peu de manière plus large les capacités de la personne. Donc ouais, je pense que c'est vraiment un accompagnement un peu au jour le jour, c'est pas linéaire non plus, tu vois, il y a des fois t'as l'impression de passer des étapes, après tu reviens un peu en arrière, et puis après tu dois faire en sorte que ça avance. Donc ouais, là-dessus. C'est un travail sur le long. Ouais. Je change complètement de sujet. Vas-y. Si tu devais, mais bon, je crois que je connais déjà ta réponse, choisir un sponsor, Ouais. mais qui te sponsorise pour tous les aspects de ta vie. Donc tu ne peux les aspects. utiliser sponsor vêtements, par exemple, Ouais. que ces vêtements. Ouais. Tu es souvent en tenue de sport, donc ça va être assez facile. Il me semble que j'ai déjà entendu cette question, mais je sais plus Oui. si ça vient de toi. On la pose, L'année dernière, non? Ou il y a 2 ans. on la pose quasi à tous nos invités. Ouais, mais il me semble que on en avait parlé pendant un stage, Rame, sur quelque chose. Moi, c'est Uniqlo. Toi, c'est Uniqlo? Ouais. Bah, ça se voit à la caméra, mais je suis en full ASICS aujourd'hui. Aucun doute, jusqu'aux non, chaussettes. Ça fait déjà quelques années et bon, déjà, j'aime bien ce qu'ils font. Et de deux, je trouve que la philosophie qui est derrière est vraiment cool. Ils font plein de choses sur la santé mentale, justement. Ouais. Mettre les gens en mouvement, faire bouger les gens, etc. Donc, pour le coup, c'est pas juste un sponsor matériel, tu vois, entre guillemets. Je me reconnais vraiment dans les valeurs. Dans les valeurs qu'il y a derrière. C'est japonais aussi, donc c'est pas étonnant, mais ouais, je dirais ASICS pour le coup. Je pense que C'était la réponse que tu pensais que bah j'allais oui, donner. oui, oui. En 2 ans qu'on se connaît, je t'ai jamais vu habillée en tenue de ville. Jamais. On va faire une soirée Val, bientôt. est-ce que t'as vu? Ah bah Val, t'as vu habillée en tenue de ville. En stage le soir ou des choses comme ça, mais on fera une soirée la semaine prochaine, la soirée des ramasseurs et tout. Voilà. Je m'habillerai en full ASICS ville. En full ASICS ville, en costard ASICS. Bon, là, on est en train de courir, on va parler un tout petit peu de course à pied, mais plutôt route ou trail? Trail, complètement. Pourquoi? Parce que du coup, ce serait super drôle d'avoir Valentin sur son vélo devant en train de faire du trail, quoi. Déjà. Que là, il est en train un peu de s'embêter, mais il s'ennuie. Ça serait un peu plus challengeant pour lui. Non, trail, parce que je trouve qu'avec la nature, c'est trop cool. Avoir des montées, des descentes, être vigilant, où est-ce que tu mets tes appuis, etc. Donc ouais, je dirais trail, vraiment sans hésitation pour le coup. On parlera un petit peu de tes expériences en trail après, si ça te va. Si tu devais commencer un sport de zéro, mais vraiment absolument zéro aujourd'hui, ce serait lequel? Tu m'as fait découvrir le mountain board, alors peut-être que ce T'as serait envie ça. de tester le mountain board? Non, j'ai déjà touché un peu à beaucoup de choses quand même. Donc, commencer de 0-0. Tu veux dire là où je n'ai jamais pratiqué encore? Idéalement. J'accepte une initiation. Une initiation? Ok, je dirais la danse. Ok, quel type de danse? J'ai fait 6 mois de hip-hop quand j'étais gamin. Ah ouais? Ouais, enfin même un peu moins, 4 mois de hip-hop. J'ai toujours été un peu attiré par tout ça. Et j'irai sur ces choses-là, ouais. C'est un univers qui m'intéresse vachement. Ok. Voilà. Bon, on est à Boulogne. Oui. Apparemment, il y a une course. Et tu m'as dit hier, Carla a vérifié, je crois qu'il y a une course. Oui. J'ai vérifié, j'ai pas trouvé de course. Ça a l'air une toute petite course. Donc je pense que c'est une petite course. C'est pas le marathon de Paris qui se prépare. Tu préfères faire du sport l'été ou l'hiver? Ça, c'est la question de Val. Moi, ça fait des années que j'ai envie qu'on l'enlève. Mais Val l'aime bien.
Je préfère faire du sport l'été. Ah ouais. Ouais. Je préfère faire du sport l'été. T'as tout l'outdoor, t'as plein de choses à faire dehors, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Même aller en montagne l'été, il y a plein de trucs à faire. Ouais. Donc ouais, j'irai plutôt l'été. Cependant, j'aime bien le ski, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais j'irai plutôt l'été, ouais. Ok. Et Par le fait que t'es bien aussi dehors, que t'as le soleil, moi, je trouve que toutes t'as ces choses-là. super chaud, par contre. Ouais, mais La gestion de l'effort, elle est différente. ouais, c'est vrai. Mais ouais, j'irai plutôt l'été, ouais. Ok. Tout type de sport confondu, hein. Oui, oui. Je trouve que tu as un plus grand panel de sports disponibles l'été pour le coup. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a plus de choses accessibles, je dirais. Ok. Cédric, tu es une personne très mystérieuse. Mystérieuse. Oui. Euh, Va falloir casser des mystères en live, c'est ouais, ça? va falloir casser les mystères en live. Allez. Non, c'est quoi la chose la plus surprenante que les gens découvrent de toi quand ils apprennent vraiment à te connaître? Ah. 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 Écoute, ouais, on m'a souvent dit que j'étais assez mystérieux, parfois même un peu froid ou pas trop accessible. Et je pense que au fond, c'est un peu tout l'inverse. On a parlé tout à l'heure, on en a déjà discuté ensemble, mais j'aime beaucoup aider les autres. J'aime bien rendre des services et toutes ces choses-là. Et je pense que je suis quelqu'un d'assez bienveillant sur beaucoup d'aspects. Donc ouais, je pense qu'il y a cette petite barrière au début, peut-être. De discrétion, peut-être. Je pense, ouais, discrétion. Ouais, je suis pas là non plus à vouloir me mettre en avant beaucoup, etc. Donc ouais, je dirais cette petite barrière au début, mais après, ouais, je suis plutôt quelqu'un qui partage beaucoup de choses. Ouais. On est Je crois plus que filmé, Val va venir avec nous sur la route. On va faire un petit saut de cabri. Et hop, et la caméra est il tombée. est de retour. Ok. Et j'irai même un peu plus loin dans la partie vraiment pro. Je pense que je suis quelqu'un vraiment très investi dans ce que je peux faire. Aucun doute. Et assez précautionneux sur des choses et à toujours vouloir faire entre guillemets plus et mieux. Donc ouais, c'est en tout cas sur cette partie pro là, quand je fais les trucs avec passion, je peux y passer beaucoup de temps et y mettre vraiment beaucoup d'énergie, quoi. Ouais, Val fait un signe du pouce. Et je pense que je m'enflamme pas trop en disant que on parle pour nous deux, mais t'es hyper investi, hyper à l'écoute, très bienveillant. Mais justement, c'était une question que j'avais plus de faire dans le podcast. Ouais. Je vais la faire maintenant parce que je rebondis sur ce que tu dis. Tu prends beaucoup soin des autres. Ouais. C'est partie de ton métier. Ouais. Mais on sent que ça t'anime profondément et que t'aimes faire ça. Comment tu prends soin de toi? Je vais te répondre en deux parties. La première, c'est d'où ça vient, ça. Et je pense que je suis de plus en plus conscient du pourquoi, du comment et de ce qui m'anime dans tout ça. J'ai un assez gros héritage familial, finalement. Ma grand-mère paternelle, qui, pareil, a beaucoup qui sont des autres, qui est partie 20 ans en Afrique, qui monte un projet humanitaire. Beaucoup de membres de ma famille qui bossent dans l'éducation, dans le sport. Des professeurs de PS, des instituts, etc. Mon frère qui est institut aussi. Donc je pense qu'il y a déjà un terreau. On parlait déjà tout à l'heure tu vois, d'environnement familial, et je pense que c'est pas que dans le tennis, pas que dans le sport, mais de comment ça te définit aussi. Donc il y a vraiment un gros point là-dessus, et ouais, je pense que c'est quelque chose d'assez ancré. Après, par rapport à comment je pense en moi, c'est un gros sujet du moment, je t'avoue. Parce que... J'ai mis les deux pieds dans le plat. Ouais, mais je pense que ça reste un sujet assez vaste des accompagnants de manière générale, je trouve. Que ce soit dans le coaching, que ce soit dans tout ce qui touche à la médecine, voilà. Toutes les personnes qui ont un attrait à aider les autres. Et je pense qu'il y a aussi un biais à ça, c'est que tu essayes de t'aider toi-même un peu en aidant les autres. Et que pour autant, c'est deux choses complètement différentes. Donc ouais, prendre soin de moi, c'était assez compliqué les dernières années, je t'avoue, parce que beaucoup de travail, beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages, beaucoup de tout ça. Et ça a pas mal perturbé un peu tout l'équilibre que j'avais pu avoir. Cependant, le trail, ça faisait partie. J'aime toujours courir en nature pour le coup.
moins en compétition maintenant, mais je pense que ça me reviendra. J'aime beaucoup la musique aussi, le piano particulièrement, donc j'ai toujours mes petits moments où soit moi je joue, soit j'essaie d'aller voir des concerts, etc. Mm. Euh, et ouais, après c'est vraiment le challenge un peu au quotidien de faire les choses que tu aimes bien et qui te passionnent déjà. Et puis être conscient qu'à un moment donné, tu as aussi atteint tes limites et qu'il faut remettre un peu d'eau dans ta carafe à toi avant Ouais. de Remplir servir celle le des verre autres. des autres. Donc ouais, je pense que c'est un équilibre qui est assez vaste à trouver, qui pour le coup concerne beaucoup de personnes à mon avis, dans ces domaines-là, dans ces milieux-là, dans le milieu du tennis et du coaching aussi, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui sont beaucoup sur la route, beaucoup, voilà. Même dans d'autres milieux comme Val aussi. Donc ouais, Comment tu gères ça justement, les déplacements? T'es peu chez toi. je suis peu chez moi, ouais. T'es souvent soit en déplacement, soit au travail. Ouais. Tu le trouves où ton équilibre? Comment tu le construis? J'aime de plus en plus rentrer chez moi. Pareil, je pense que ça arrive au fur et à mesure que tu avances dans ces milieux-là. Et pour le coup, je pense que c'est des petites doses un peu au quotidien que tu dois t'autoriser et te permettre pour te sentir bien, que ce soit un peu faire du sport, que ce soit, comme je te disais, aller voir des concerts, s'ouvrir un peu à d'autres choses culturellement et sortir un peu parfois de la bulle dans laquelle on peut se mettre, tu vois. Passer du temps tout seul aussi. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire un peu de plus en plus. Et passer du temps avec la famille, mais du temps de qualité. Je sais que ça reste aussi un gros challenge en étant un peu à droite, à gauche. On rate souvent des moments importants, on rate des anniversaires, on rate des Noëls, des fêtes de fin d'année, etc. Mais par contre, à chaque fois que je suis un peu dans les parages, j'ai un peu de famille à Paris, etc., j'essaie de toujours envoyer un message, j'essaie de passer les voir quand je peux. Et c'est des choses qui rechargent aussi un petit peu finalement. Mais ouais. C'est une discussion qu'on a avec beaucoup de sportifs finalement, dans plein de métiers différents aussi. Je pense que c'est un gros challenge pour tout le monde dans ces domaines-là. Puis après, l'équilibre, il vient un peu de chacun. Je pense que c'est aussi la connaissance de soi, tu vois, c'est de savoir comment. Alors là, qu'est-ce que tu aimes bien, qu'est-ce qui te fait vraiment du bien. Être capable aussi, des fois, de lever le pied un peu et de te poser vraiment. Pour le coup, les joueurs de tennis, c'est un peu ça. C'est l'impression qu'il faut que tu joues tout le temps, que tu t'entraînes tout le temps. Sinon, tu vas reprendre du retard sur les autres. Le circuit ne s'arrête jamais non plus. Donc, ouais, c'est un gros dilemme en tout cas. Une question à résoudre encore pour les prochaines années à venir, peut-être. Ça. Ouais, et puis ça évolue, tu vois, en fonction des projets qu'on peut avoir, en fonction du nombre de semaines qu'on passe, en fonction Des périodes de ta vie. des périodes, etc. C'est un truc constant à réadapter, je pense. Ouais, complètement aligné. On change totalement de sujet si ça te Ouais, va. dis-moi. J'aimerais bien qu'on parle de nutrition. Oui. C'est un sujet que tu abordes avec les ramasseurs et que tu aimes bien. Ouais. C'est quoi, tu dirais, l'importance de la nutrition pour les joueurs? Je vais pas dire que c'est primordial, mais quand même, ça reste quelque chose de super important, d'autant plus quand tu fais du sport. Après, avec les ramasseurs, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, un but vraiment éducatif de base. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur la nutrition, mais qui s'éloignent un peu vraiment des principes fondamentaux, on va dire. Voilà, juste bien manger correctement, manger de manière régulière, essayer de manger le plus naturel possible et pas des produits transformés dans tous les sens. Tout ce qu'on dit un peu avec les ramasseurs, partager ses repas, découvrir aussi des nouvelles saveurs, le fait de voyager, découvrir des nouvelles choses aussi, etc. Je pense qu'il y a vraiment un énorme champ à explorer là-dessus. Après, par rapport aux joueurs, c'est vraiment voilà, comment tu t'alimentes en fonction de tes objectifs sportifs, en fonction des périodes de compétition, comment tu t'alimentes avant, pendant, après les matchs pour récupérer un peu tout ce que tu as pu fournir comme effort, etc. Le gros challenge du tennis, c'est que là, on le voit à Roland-Garros, les joueurs, ils savent à peu près quand le match du matin va commencer à 11h, mais après, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont rentrer sur le terrain. Même mentalement, ça doit être super dur. Donc ouais, ils sont souvent en train de s'échauffer 4-5 fois, et puis après, ils s'arrêtent, ils repartent. Mais pour la nutrition, c'est pareil, en fait. Être capable de bien manger des choses qui font du bien à ton corps et qui permettent d'avoir de l'énergie au bon moment, c'est important. Et puis après, il y a tous les challenges un peu pour le coup, un peu plus individuels, un peu plus spécifiques, toutes les intolérances que chacun peut avoir. Et ça, pour le coup, c'est un truc un peu plus poussé on essaie toujours de bosser pareil avec des nutritionnistes, etc. là-dessus, pour le coup. Je trouve ça intéressant que tu aies parlé de partager ses repas. Ouais. C'est pas un point qu'on aborde souvent dans la nutrition, mais c'est hyper important en fait.
on essaie d'en parler un peu avec la ramasseur parce que pour le coup, je trouve que le contexte des stages, il est super intéressant là-dessus. Petite parenthèse, ils n'ont pas de téléphone pendant les stages, donc du coup, quand ils sont à table, ils sont vraiment à table. Ils sont obligés de se parler. C'est des jeunes qui se connaissent pas forcément. Ils sont vraiment en train de profiter aussi de ces repas pour parler de la journée, se faire des copains, des copines, etc. Et ouais, je pense qu'à la base, quand on reprend vraiment la base, manger, ça reste certes un besoin primaire, mais ça reste aussi un moment social où voilà, tu cuisines, tu partages ton repas, tu fais à manger pour les autres, tu invites, tu reçois, tu vois, toutes ces choses-là. Et où parfois, quand tu essaies de trop optimiser sur cette partie nutrition, tu te retrouves à manger, tu sais, tout le temps la même chose. Mais il faut pas que ça devienne obsessionnel, quoi. Que tout seul, etc. Et je pense que tu perds aussi une grosse partie des pouvoirs un peu de l'alimentation de manière générale. Puis, même chose sur les voyages. Alors après, les voyages, c'est différent. Quand tu es joueur de tennis, tu essayes de pas trop manger des trucs nouveaux avant tes tournois. Tu restes plutôt dans les clous de ce que tu manges habituellement pour pas perturber ton corps, quoi. Mais pour autant, voilà, il y a plein de beaux voyages à faire et plein de choses aussi à découvrir. Je sais que quand on partait avec des jeunes, tu vois, des 12, 13, 14, 15 ans, on essaie de pas aller dans les hôtels, on essaie de prendre des Airbnb, voire même d'aller un peu chez l'habitant, des choses comme de ça. se cuisiner. Et d'avoir vraiment cet Propre aspect, d'aller leur donner un petit budget pour aller faire des courses, apprendre à choisir leurs produits, apprendre à gérer leur argent. Et comment tu fais quand tu es au milieu de nulle part et que tu n'as accès à rien, ou quand tu es dans un pays où justement la nourriture coûte très cher, etc. Comment tu es capable de t'adapter un petit peu. Et pour le coup, je trouve qu'il y a encore une fois un super pouvoir éducatif derrière ça, parce que ce soit dans le sport ou pas dans le sport, dans la vie de tous les jours, il faut aussi que tu sois capable de choisir comment tu t'alimentes et d'être conscient de ça aussi. Donc, voilà. J'ajouterais, Ouais. dédicace à toi et Valentin, manger lentement. Parce que l'autre jour, j'ai mangé avec vous deux. Ouais, on a mangé vite. J'avais mangé vite. 2 patates douces, vous avez fini votre repas. C'est peut-être parce que c'est toi qui parlais, nous on t'écoutait, non? Non, je pense Non, pas. même pas. Je pense pas. Ouais. C'est trop important de manger lentement. C'est important pour la digestion, etc. Moi, je sais que j'ai tendance à manger vite, j'avoue. Mais ouais, c'est important aussi. T'as une routine nutritionnelle que tu t'appliques à toi? Honnêtement, pas vraiment. J'essaie vraiment de bien manger de manière générale, tu vois. C'est-à-dire que, voilà, on est à Roland, toujours au salade bar ou au resto des médias, tu vois. Ouais, manger des trucs un peu de qualité. Après, voilà, je me fais plaisir aussi sur d'autres choses et j'ai mes petits péchés mignons aussi et toutes ces choses-là. Mais ouais, je pense que de manière générale, la base de mon alimentation reste assez qualitative. Ouais, équilibré. Ouais. On va parler un petit peu des ramasseurs de balles. Ouais. Donc, tu t'occupes de leur prépa physique, pas que. Tu les accompagnes dans tout le processus. Ouais. C'est quoi ton rôle exactement? Écoute, je t'avais dit en tout début de podcast, c'était d'être ramasseur de balles quand j'étais gamin. J'avais fait la sélection quand j'avais 12-13 ans, puis après, j'étais trop grand, je ne pouvais plus faire la sélection. C'était l'époque où il fallait être petit. C'est à l'époque où il fallait faire moins d'1m75, etc. Donc, Raté. Je ne pouvais pas aller contre la génétique. Mais du coup, j'avais toujours gardé ça un peu en tête, j'ai toujours un peu suivi. Il y avait Florentin Guimau avec qui j'étais un peu à la fac, etc., qui bossait avec la ramasseur. Après, à Lyon, il y a Quentin Sureau, du coup, qui était en licence aussi. On a partagé quelques moments et c'est un peu juste avant le Covid, à ces moments-là, où on a commencé à vraiment un peu plus parler de ce qui se passait à Roland. Et c'est là qu'on a commencé un peu à brainstormer sur qu'est-ce qu'on pourrait apporter, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme plus-value avec les jeunes. On avait pas mal discuté avec Quentin, il m'avait fait venir sur une sélection à Lyon, puis après un stage à la Grande Mode, c'est là où j'avais rencontré Arthur Léo. Et c'est là où on a commencé à vraiment voir qu'est-ce qu'on pourrait apporter. Donc ça part de, comme tu as dit, un peu tout le process. On a remis un peu des tests physiques en place pendant les sélections avec des tests d'endurance, tests de vitesse. Une année, on faisait passer aussi des questionnaires, etc. Essayer de voir un peu. Ça reste 6500 jeunes qui passent ces sélections en France. Ouais, c'est énorme. C'est une population énorme et du coup, il y a plein de choses à en tirer. Après, pendant les stages, c'est là où je pense qu'on a vraiment le plus d'impact. On fait toute la partie prépa physique, plein de trucs autour de la motricité,
des petites capsules sur, enfin des petites mini-interventions et conférences sur le stress, la gestion du stress, l'alimentation, la santé, etc. Donc là, c'est vraiment un gros moment pour les jeunes et pour le coup, on essaie de leur transmettre vraiment plein de choses. Les petites capsules qu'on avait fait avec Val l'année dernière et qu'on continue avec Séverine, mais sur les écrans, les réseaux sociaux et la place de tout ça dans le quotidien des jeunes, et leur surtout vie, pendant ouais. Roland-Garros, parce que là, on voit les ramasseurs, c'est vraiment de plus en plus médiatisé, etc. Donc, Énormément. je trouve que c'est une super école aussi pour eux, pour prendre conscience de tout ça. Donc ouais, on a vraiment toute la partie prépa physique pendant les stages, leur faire découvrir plein de choses, les routines d'échauffement, les routines de récupération. C'est vraiment la partie, je dirais, la plus importante. Et puis après, on a tout le programme qu'on met en place avant Roland-Garros, sur une application pour les 300 jeunes, du coup, pour qu'ils se préparent vraiment avant le tournoi, et sur lequel on a plein de séances tous les jours, en fait, de 15-30 minutes, pour qu'ils soient capables de le faire tout seuls chez eux, où on a du renforcement des sprints, de la coordination avec les balles, coordination humain, coordination pied, des petites capsules éducatives, des trucs en anglais. Bref, un programme assez complet, aussi bien pour les préparer pour Roland que pour vraiment leur transmettre des choses utiles pour la vie de tous les jours, quoi. Le reste de leur vie, complètement. Exactement. Et pendant Roland, ton rôle, il change un petit peu. Pendant Roland, c'est Surtout vraiment... fin de deuxième semaine. Ouais, fin de deuxième semaine, c'est la période charrière, là. On est un peu à la fin, mais... Ouais, pendant Roland, c'est vraiment superviser un petit peu les jeunes et surtout répondre un peu à leurs besoins qu'ils ont. Quand ils ont des petits bobos, des petites douleurs, des petites blessures, faire en sorte que l'aventure puisse continuer pour eux et de solutionner un petit peu tout ça à chaque fois au quotidien. Donc évidemment, au bout d'une semaine, 10 jours de tournoi, c'est là où les organismes commencent à être Fatigué. pas mal fatigués. Donc on a pas mal de petits bobos aux genoux, aux chevilles, aux hanches. Genoux et hanches surtout. Les ramasseurs, ils sont sur le Ils terrain se toute la baissent journée. beaucoup. Ils ont un geste qui est quand même assez répétitif, qui est vachement unilatéral, c'est toujours du même côté qu'ils font les roulés. Donc ouais, ça laisse des traces forcément. Et on essaie d'être là pour eux pour faire en sorte que ça récupère bien, ça ramasse tous les jours et faire en sorte que même s'ils ont des petits bobos, des petites douleurs, il y a des choses qui peuvent passer vraiment assez vite. Souvent, ça reste des petits déséquilibres musculaires, des petites choses à gérer. Et les jeunes repartent sur le terrain après, ou en tout cas dans la journée, dans les 24 heures, et faire en sorte qu'il n'y ait aucun gamin qui se fasse de grosses blessures et qui soit obligé d'arrêter leur aventure. C'est vraiment l'objectif principal. Et puis après, il y a tout ce qu'on peut faire dans la salle de repos. Un peu, on a mis des petits boîtiers de méditation, on a les rouleaux de massage pour faire en sorte qu'ils puissent prendre soin de leur corps. Et puis après, ça reste passer du temps avec eux aussi. Voilà, on fait partie aussi de l'équipe, faire en sorte que les gamins passent un bon moment. Être avec eux, rigoler avec eux, être sur le terrain aussi, voir que tout se passe bien et faire en sorte que les 3 semaines soient aussi bien pour eux, pour nous, une bonne aventure, quoi. Clairement. Génial. J'ai des petites questions. Ouais. Encore plus courtes où tu dois répondre que par oui ou par non. Par oui ou par non? Ok. T'as le droit à un joker. C'est tout l'inverse du ni oui ni non, quoi. C'est tout l'inverse. Ok. T'es prêt? Je suis prêt. Non, déjà, faut répondre oui ou par non. Oui. T'es prêt? Oui. Est-ce que le mental est plus important que le physique dans le Non. tennis? Est-ce que tu aurais pu être pro au tennis? Non. Est-ce que la nutrition est sous-estimée dans le sport amateur? Oui. Est-ce que la méditation est essentielle pour la performance? Oui. Est-ce que le sucre est l'ennemi numéro 1 des sportifs? Non. Est-ce que les étirements statiques sont encore utiles? Oui. Le coaching à distance est-il aussi efficace qu'en présentiel? Non. La Saint-Élion, c'est facile? Oui. Est-ce que tes cheveux sont trop longs? Non. Est-ce que tu es fier de toi? Oui. Ok, pas de joker. No joker. Trop fort. Même si je pense qu'il y a eu quelques réponses où j'aurais pu balancer un joker. Laquelle? Par rapport au coaching à distance, je pense qu'il y a des gens qui... Enfin, voilà, je pense qu'il y a des contextes qui le font très bien, mais cependant, voilà, quand tu es avec la personne, ça reste quand même quelque chose de différent. Ça, c'était la première. Et la deuxième, c'est... on a déjà eu cette discussion juste avant dans le podcast sur le mental plus important que le physique ou pas. Pour moi, ça va de concert, c'est les deux. Il n'y a pas forcément une place plus importante que l'autre. Ok. Je reviens sur la Saint-Élion. Tu l'as faite plusieurs fois. 4? Tu m'as dit tout à l'heure? 3. 3? Ouais. Donc une fois où tu étais parti pour faire la Lyon-Saint-Élion. Je Aller-retour. sais pas quelle mouche m'a piqué cette année-là. Et tu t'es arrêté au milieu. Tu nous Écoute, racontes? ouais, je l'ai fait 3 fois, 3 ans de suite, de mémoire.
La première fois, c'était avec des copains, on l'a fait en relais. On était à la base 4 et puis il y a eu un WO. Ah, Du coup, il y en a un qui s'est tapé un relais un peu plus loin. C'était avec des copains de master, c'était très cool. J'avais couru en dernier, j'avais fait le dernier relais, alors j'avais couru 2 jours sans frontal et tout, donc j'avais pas vraiment vécu l'expérience Saint-Élion comme les copains. J'avais trouvé ça super chouette. Et je me suis dit, bon, bah voilà, on l'a fait à 3, maintenant l'année prochaine, je le fais tout seul, quoi. Voilà. Donc l'année d'après, j'ai fait la Saint-Élion tout seul, ça faisait 81 km, je crois, avec 2000 de D+. Voilà, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est départ minuit à Saint-Étienne, et puis on court jusqu'à Lyon en mode trail. J'ai vraiment adoré l'expérience. Je trouvais que de courir de nuit, il y a vraiment beaucoup de monde, il y a des endroits qui sont super sympas. T'arrives à Lyon avec le lever de soleil, donc ça c'est quand tu fais pas ça en 6 heures, mais ouais. J'avais vraiment adoré l'expérience, j'avais vraiment pris beaucoup de plaisir. Et puis du coup, l'année d'après, ils avaient ouvert officiellement la Lyon-Saint-Élion, qui était à la base jusqu'à présent une course officieuse, donc il y avait que des petits adeptes qui faisaient ça un peu de manière non officielle. Et ils l'avaient ouvert pour la clandestin. première fois. Donc, le principe, c'est en fait, tu pars le matin à 10h ou 9h30, je sais plus, de Lyon, donc tu fais tout le trajet à l'inverse. Et puis bah, plus tu vas vite, plus tu arrives tôt à Saint-Étienne, évidemment. Et puis tu dois repartir après avec tout le monde. Ok. Donc j'avais fait l'aller. Donc ces 2 jours, c'était bien passé, etc. Ça faisait 76 km cette année, je crois. Et pour la petite anecdote, je devais faire le retour avec mon ancienne copine de l'époque. J'avais pris son dossard parce que voilà, je ne pensais pas capable de le faire et tout. Et du coup, je devais repartir avec elle et faire le retour avec. Sauf qu'en fait, en arrivant à Saint-Étienne, bah, j'avais 3 heures de pause avant de repartir avec tout le groupe. Et que c'était impossible de repartir après, j'avais le genou en vrac. Tu Donc l'as laissé partir toute seule. du coup, j'ai fait 1 kilomètre avec elle. Et après, elle a fait la course toute seule. Elle l'a fini d'ailleurs en 14 heures et quelques. Vraiment, vraiment à l'arrache. Donc j'avais suivi, etc. Mais ouais, j'avais pas fini j'avais pas à peine commencé d'ailleurs. Le retour cette année-là, euh, c'était peut-être un peu trop Ambitieux. à ce moment-là, mais ce genre de trail et ce genre de course, ouais, j'y reviendrai, je pense, un peu plus tard. Trop bien. J'ai quelques questions Ouais. pour finir le podcast, un petit peu plus large. C'est quoi ton plus grand rêve, Cédric? C'est quoi mon plus grand rêve? J'ai un truc qui m'anime depuis quelques années là, parce que j'étais tombé en fait par hasard sur une annonce d'un gros centre de tennis qui était à vendre à Lyon, qui était voilà, un peu dans la nature, un peu en dehors de Lyon et tout. Et j'avais réfléchi, j'avais passé des nuits sur mes tableaux blancs à faire des projets pour pouvoir en faire quelque chose de bien. Et du coup, ça m'a fait vachement réfléchir un peu à la vision que j'avais sur le très long terme. Et je pense qu'un de mes rêves, c'est vraiment d'avoir un lieu ou en tout cas un centre comme ça à un moment donné qui mêle un petit peu toutes les activités qu'on peut avoir. De manière holistique. Ouais, que ce soit sur la partie tennis, la partie vraiment sportive en général, que ce soit dans la nature, qu'il y ait peut-être des entreprises qui soient là aussi, enfin essayer d'avoir vraiment un petit écosystème là-dedans. Ouais, je t'avoue que j'avais passé beaucoup de temps et que ça m'a donné vraiment des pistes super intéressantes à creuser pour la suite. Après, je me rends compte que c'est un truc que j'ai pas forcément envie de faire tout de suite maintenant, qui prendra certainement plus de temps à se faire qu'à un moment donné, mais voilà, un lieu où, entre guillemets, je pourrais vivre aussi et que je me sentirais bien et de construire quelque chose comme ça. Génial. On te le souhaite. Ça, c'est un rêve vraiment, voilà, sur la partie, entre guillemets, pro, mais qui fait le lien avec le perso. Ouais, c'est le principal. On retrouve Cédric dans 10 ans, Bah, dans sa forêt. Non, pas dans la forêt, c'est voilà. Un endroit où tu as un peu de nature, à un moment où tu peux mêler justement santé, performance, où tu peux avoir l'éducation qui est au centre de tout ça. Et ouais, je pense que ce serait quelque chose qui serait super chouette à faire. Ok. Dans la course à pied, il y a une notion de fuite. Qu'est-ce que tu fuis dans la vie, Cédric? Qu'est-ce que je suis? Ça va qu'on ait eu cette petite discussion-là avant de commencer le podcast ensemble. Écoute, je pense qu'il y a un truc super à poursuivre ses rêves, etc. Qui prend énormément de temps, énormément d'énergie, que tu fais par passion, etc. Et je pense qu'il y a un truc qui est assez important, c'est moi aussi de se construire en tant que personne, avec ta famille, avec tes propres relations, avec voilà, les relations proches que tu peux avoir. Et parfois, on a tendance à sacrifier l'un pour l'autre, ou en tout cas à pas le faire vraiment dans la bonne mesure.
Donc je pense que c'est un truc sur lequel j'essaie aussi de me recentrer un peu récemment. Ça fait maintenant 10 ans, un peu plus de 10 ans que j'entraîne, etc. Et que pour le coup, je le fuis pas, tu vois. Mais je sais que j'aimerais aussi y passer un petit peu plus de temps et en tout cas, construire des choses aussi un peu plus perso à côté, quoi. Ça Voilà. fait sens. Ouais. Tu as parlé de trail, c'est quoi ton prochain gros objectif sportif? Est-ce que c'est course à pied? Alors honnêtement, j'aimerais vraiment bien m'y remettre. Ouais, l'UTMB, les trucs comme ça, quoi. Comme Ah je t'ai oui, dit, petite course. c'est vraiment trail dans la montagne, etc. C'est vraiment les endroits où je me sens à l'aise et où ouais, ça me fait plaisir de courir. Et pour le coup, on n'en a pas parlé, mais tu vois, toutes les courses que j'ai fait, c'était vraiment pas forcément pour la perf. Je n'ai pas forcément l'habitude de, tu vois, sur Strava, de partager tout ce que je fais, machin, etc. Je trouve qu'il y a un énorme truc vraiment positif dans la course à pied, c'est que voilà, t'es dehors, tu cours, tu te libères, t'es dans la nature, surtout en trail, et t'as pas forcément besoin d'être connecté à tous tes datas, tous tes machins, tous tes trucs. Donc ouais, je pense que une course un peu comme ça, c'est quelque chose qui me plairait bien. Ok, très bien. Qui est-ce qu'on pourrait contacter de ta part pour venir sur le podcast? Qui est-ce que tu aimerais voir sur le podcast? Qu'est-ce que j'aimerais voir sur le podcast? Ah bah ça va être très simple. Luc. Ok, il est là en Euh, plus. Enfin non, il est reparti. Ouais, il était là à Roland pendant 3 jours. Oui, pareil, je pense qu'il a plein de choses à partager sur tous ces sujets-là. Il fait aussi beaucoup de vélo, beaucoup de courses à pied, donc ça rentre dans le thème aussi du podcast. Bon, il y aura peut-être des redites par rapport à ce qu'on s'est dit, parce qu'on bosse ensemble aussi, mais Oui. voilà, on a chacun notre expérience et chacun notre fibre aussi, donc ouais, je pense que ça pourrait être quelqu'un de sympa pour le podcast. C'est noté, merci. Allez. Où est-ce qu'on peut te suivre pour finir? Où est-ce qu'on peut me suivre? Bon, principalement Instagram, on va dire. Il y a aussi bien mon compte perso sur les Brandly, et puis il y a le compte Holistic Tennis, du coup, qui est vraiment actif. Je partage pas beaucoup de trucs en ce moment, mais ça viendra à un moment donné. Ouais, on mettra tous les liens en Yes. description du podcast, quoi qu'il en soit. Parfait. Est-ce qu'il y a un thème qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé qu'on aborde? Dans la préparation du podcast, tu m'as dit qu'on avait parlé un peu des écoles et tout. J'ai oublié Et l'école. ça, je crois que tu l'as oublié. Ben, on le fait maintenant. Toujours dans la fibre un peu de ce que je t'ai dit tout à l'heure. On a eu l'occasion, en fait, avec la maman d'une jeune qu'on suit en prépa physique, qui incite de commencer à s'intéresser à ce qui se passe dans les écoles, et toujours d'un point de vue, tu vois, santé, Motricité. amélioration des apprentissages, motricité, tous les liens qu'il peut y avoir entre le corps et tout ça. Et du coup, ouais, ça fait 2 ans qu'on expérimente des choses dans les écoles à Lyon. C'est assez fort et assez puissant, je trouve, parce que tu sors pour le coup de la sphère un peu au niveau des athlètes, etc. Tu te rends compte vraiment que voilà, c'est une école un peu pas défavorisée, mais tu vois, dans un contexte social un peu compliqué aussi. Et tu te rends compte que les enfants, ils n'ont pas forcément les aptitudes de base qu'on pourrait attendre de ces jeunes-là. Et du coup, on essaie de vraiment mener un travail avec eux pour faire en sorte que tous ces jeunes-là soient stimulés, progressent avec ce que les instituts peuvent faire. Donc voilà, on intervient dans l'école de manière complètement bénévole pour l'instant. Tu ressens l'impact auprès des jeunes? Ouais, l'impact est déjà, ils aiment bien, ils reviennent, ils sont contents de venir. Et après, on essaie vraiment de faire les liens entre la manière dont ils se développent en termes de motricité, de conscience corporelle, de latéralisation, de coordination, etc. Et qu'est-ce que les instituts peuvent rencontrer dans l'école, en fait, dans la classe, et ce qui touche vraiment à leur domaine, eux, les apprentissages scolaires. Et on voit vraiment des gros liens. Et voilà, comme je t'ai dit, j'avais ma grand-mère qui était en Afrique aussi, qui a mené beaucoup de choses là-dedans, et c'est un peu un héritage que je me suis donné, et de pouvoir continuer ça avec ma touche un peu personnelle. Donc ouais. C'est génial. Et ça fait un peu le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'équilibre un peu, tu vois, dans les projets. Moi, je trouve ça assez passionnant d'être un peu au contact des pros, de bosser dans cet univers-là, et puis à un moment donné de retourner aussi un peu sur des choses plus terre à terre, que ce soit avec les jeunes, avec les ramasseurs, dans les écoles, et puis revenir que voilà, chaque personne a besoin aussi d'un peu d'aide, d'un petit coup de pouce, et c'est super intéressant de voir les liens qu'il peut y avoir entre les deux univers, quoi. Et comme d'hab, la santé et la performance, même si on essaye
Ça va ensemble. Les deux sont ensemble et voilà. Bah, je vous souhaite que ce projet ait vocation à s'étendre. Ouais, Parce c'est que le je but. pense effectivement que ça fait beaucoup de bien à plein de gamins qui en ont bien besoin. Ouais. Génial. On a couru 1h03, mais j'ai allumé ma montre un peu en retard. Magnifique. Donc 1h05, je pense. On a fait quoi? 4 tours de lac, 3 tours de lac? Ouais, 10 km. Nickel. On a des moucherons plein le visage. Mais j'ai passé un super moment avec C'était toi. très cool, merci Carla. Merci mille fois Merci d'avoir Val sur le accepté. vélo devant. Ouais, bravo Valou. Un bon dimanche qui commence. Ouais. Maintenant il est l'heure d'aller au stade. On y va. Allez, À bientôt. bonne journée. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.